Everybody's ready? Oh, hi, I'm Zach Holman. I'm going to talk to you about GitHub. Et en fait, pas du tout, je suis désolé. Il était prévu dans cette salle que Zach Holman vienne nous parler de GitHub, et je ne vais absolument pas vous parler de GitHub, et je ne suis pas du tout Zach Holman. Donc si vous n'êtes pas dans la bonne salle, c'est le moment de changer, et sinon, on va démarrer. Donc voilà le titre du talk, la culture du programmeur. Et avant de démarrer, j'ai envie de savoir, c'est un talk que je donne des fois dans des confs, pas avec des développeurs, donc qui est-ce qui est programmeur ici? Qui est-ce qui est manager? Ah, il y en a qui n'ont pas baissé la main, c'est intéressant. Qui est-ce qui a jamais codé? Ah, j'en ai 3, super. Bon, cette session, elle est pour vous en fait, d'accord? Elle est faite pour ceux qui programment et ceux qui ne programment pas. Et comment on fait pour faire en sorte qu'on arrive à discuter entre nous et se comprendre un peu mieux? Ça va être la base de ce dont je vais vous parler. Ok, qui je suis? Vous me connaissez peut-être. Voilà les 2 activités que j'ai moi aujourd'hui. Je fais Code Story, voilà là-bas. Code Story, c'est un concours de code et c'est aussi du live coding et c'est en même temps que cette session et c'est maintenant. Donc si vous voulez voir du code, malheureusement ça ne va pas être là. C'est en ce moment dans les salles du bas. Il y a 5 sessions de live coding qui vont avoir lieu maintenant et voilà. Donc après ça, vous pouvez filer en bas, je vous donne mon autorisation. Et l'autre partie, c'est que je travaille pour une petite start-up qui fait de l'éducation et qui vend des cahiers pour les enfants pour qu'ils apprennent à écrire. Voilà mes activités principales. Et donc je suis programmeur. Voilà mon titre officiel. Et oui, j'ai les cheveux gris, vous l'avez noté. Go! Je vais vous donner un fil conducteur dans ce talk, et ce fil conducteur, c'est celui-là. Pour certains, ils le connaissent déjà, d'accord? Cette phrase de Marc Andreessen. Ça date un peu, hein, parce que ça a plus de 3 ans. Ça date de août 2011. En août 2011, il écrit dans, je ne sais plus ce que c'est, dans Wall Street Journal, cette phrase, « Software is eating the world », et il l'écrit en donnant un article de fond. Et en fait, cette phrase, si vous remettez dans le contexte du moment où elle a été écrite au moment où Hewlett-Packard est en train de se demander s'ils n'allaient pas quand même vendre leur section hardware. D'accord? Donc HP, c'est c'était le premier constructeur d'ordinateurs au monde. Et ils se demandaient s'il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient vendre toute leur partie hardware. Et donc il écrit un long article, je ne vais pas vous le faire en détail, hein, à vous d'aller le lire, je vous ai mis l'URL ici. Mais en substance, ce qu'il dit, aujourd'hui, si vous voulez aller acheter un bouquin, est-ce que vous allez chez un libraire ou est-ce que vous allez sur Amazon? Bon, moi, je vais chez Amazon. Une boîte qui fait du logiciel, en fait, à la base. D'accord? Ce pas des gens qui publient des livres ou quoi que ce soit. Si vous voulez, par exemple, si vous voulez voir ceux qui ont des enfants, vous allez peut-être régulièrement, tous les ans, voir le Pixar qui sort chaque année. Pixar, au départ, c'est des boîtes qui faisaient des logiciels d'édition de vidéos. Il se trouve qu'ils font du film, qu'ils produisent du contenu, mais au départ, c'est une boîte qui fait du logiciel. Si aujourd'hui, vous faites du marketing, est-ce que vous allez prendre une agence publique du coin ou est-ce que vous allez publier vos trucs sur Google? Aujourd'hui, la plus grosse agence de marketing, c'est Google. À l'époque, en 2011, le telco qui grandissait le plus, c'était une boîte de logiciels aussi, c'est Skype, racheté depuis, etc. Il part sur, vous voulez recruter des gens, vous allez faire appel à l'agence du coin, ou est-ce que vous allez passer vos annonces sur LinkedIn? Vous allez plutôt aller le faire sur LinkedIn aujourd'hui. Et en fait, il dit en substance que le logiciel est en train d'envahir tout et n'importe quoi, et que des gens qui avaient des systèmes bien établis se font complètement envahir par des gens qui font plutôt du logiciel, parce qu'en fait, voilà, les choses se déplacent dans ce sens-là. Donc c'est le fil conducteur de notre talk, on va en reparler de temps en temps, et on va conclure là-dessus aussi. Le plan, c'est ça. Je parle très souvent de software craftsmanship, donc vous avez le droit, d'accord, ça va durer 5 minutes. Si vous avez cru pouvoir éviter ce qui se passe dans la slide d'à côté, où il y a Sandro Moncusso, qui est monsieur software craftsmanship en Angleterre, qui est venu nous voir, eh ben non, manque de peau, je vais vous en parler pendant 5 minutes. Ensuite, on va essayer de parler des définitions de ce dont on parle, pour se mettre d'accord. Donc, un talk sur le programmeur, un talk sur la culture. Donc, 3 points, c'est pas bien compliqué, en plus c'est linéaire. Go, c'est parti. Software craftsmanship. Moi, j'aime bien souvent, les gens me disent souvent qu'est-ce que c'est, et souvent j'aime bien l'introduire juste avec ce slide-là. Donc, c'est un slide assez simple. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a marqué « Est-ce que tu peux me passer le sel ?» Il se passe un certain temps. Et puis le gars dit « Bon, Et le gars lui répond « Oui, mais je suis en train de coder un système arbitraire de condiments. » Il fait « Ouais, enfin, ça fait quand même 20 minutes que j'attends cette affaire. » L'autre lui dit « Oui, mais à la fin, vous savez, on gagnera du temps. » Normalement, si vous avez tous écrit 3 lignes de code un jour ou travaillé sur des projets, ça doit vous parler. Vous devez aussi vous sentir coupable, comme moi je le suis. On a tous fait ça. On aime tous faire de la technique. On aime tous passer ces éléments-là. Et parfois, on rate un peu l'objectif dans lequel on est. Même parfois, ça nous fait vraiment suer. D'accord, le métier, comme on en parlait ce matin,
Dans la keynote, ça ne nous passionne pas forcément. Parfois, on est juste là pour s'amuser avec 3 briques logicielles. Voilà. Donc, le software craftsman, c'est souvent des gens qui sont relativement pragmatiques, qui vont aller à l'essentiel dans ce genre de choses. Je vais vous faire rapidement. Il y a 3 points dans le craftsmanship qui, moi, me semblent importants et que j'aime bien répéter. C'est que la première chose, c'est qu'il y a aujourd'hui, si vous regardez dans le monde du logiciel, les gens parlent essentiellement de méthodologie. D'accord, on va vous parler de méthodo, et vas-y que c'est du Kanban ou du Scrum, ou il y a des gens qui font du XP, et avant il y avait d'autres méthodes, il y a tout un tas de méthodes agiles qui sortent, qui soi-disant vont complètement bouleverser la façon dont on va faire du logiciel. Et finalement, les gens se focalisent complètement là-dessus, c'est-à-dire que la balance elle est complètement de ce côté-là. D'accord ? Il y a plein de gens qui parlent de technique aussi, mais ils parlent rarement des deux en même temps. Et en fait, ma conviction profonde, et ce pourquoi moi j'ai regardé ce mouvement au départ, c'est que ces deux trucs-là doivent être complètement alignés. C'est-à-dire que si j'ai des techos qui travaillent de manière complètement brouillonne, et qui sont incapables de discuter avec un métier, qui sont incapables de se mettre d'accord sur ce qu'ils doivent faire, et de l'autre côté, des gars qui ne parlent que de méthodologie, qui passent leur vie à coller des post-it au mur et faire des dessins, ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aligner les deux et d'avoir la justesse de regard pour ne pas plonger complètement d'un côté, que ce soit de la technique, ou complètement de l'autre côté, que ce soit de la méthode. Moi, je crois profondément à ça, sans forcément avoir à être complètement, le mot ne vient pas, englué dans une technique en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, typiquement dans le monde Java, on a quand même beaucoup tendance à regarder notre écosystème et pas trop ce qui se passe à côté. Le talk juste avant de Laurent Huet était très intéressant. Il n'a pas utilisé une ligne de Java pour faire son hacking de compteur EDF. De l'autre côté, il y a des gens qui s'enferment dans la méthodologie sans même savoir ce que c'est qu'une ligne de code. Il y a des coachs agiles qui programment plus depuis 10 ans. Je ne sais pas très bien ce qu'ils peuvent vraiment raconter. Ça, c'est un premier point et c'est le point essentiel du craftsmanship, à mon sens. Le deuxième point, c'est qu'ils essayent de se battre pour faire en sorte que le respect d'un ingénieur des ponts et chaussées soit le même que le respect d'un ingénieur logiciel. Normalement, ça fait sourire. Le mec qui fabrique un pont, vous n'allez pas lui dire « mais moins de ciment ». Un mec qui fait du logiciel, vous pouvez lui dire « bon, dis donc, tu livres pour après-demain, quoi. Hein, on se bouge, magne-toi ». Et il y en a qui va dire « non, mais vous m'avez regardé ». Et l'autre qui fait « oui, d'accord ». Donc ça, c'est un point, je pense, qui est assez important. Souvent, ça doit vous rappeler des choses dont on a parlé ce matin. Souvent, software développeur ou programmeur, c'est quelque chose qui est plutôt en bas de l'échelle. Et donc, on peut avoir une forme de soumission. Moi, j'ai envie de vous dire non. Dites-leur clairement non. Ces gens qui vous proposent d'accélérer les choses, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne maîtrisent pas du tout ce que vous faites. Et donc, du coup, ce qu'ils veulent, c'est avoir un débat avec vous, en fait. Okay ? Donc, il faut débattre avec eux, leur donner des points, des arguments, etc. Le coup du pont, c'est facile. Ils savent tous que si le pont il n'est pas assez solide, ils vont se fracasser dessus. Sur un logiciel, c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà. Donc, un des points du craftsmanship, c'est ça. Le dernier point, vous l'avez vu, j'ai parlé de culture tout à l'heure. Donc, vous allez vous taper du Star Wars et des machins comme ça un petit peu quand même. C'est obligé. Ce slide-là, il veut vous dire deux choses. Il veut vous dire que les craftsmen, ce qu'ils font, c'est qu'ils font deux choses. Un, ils s'entraînent, et deux, ils mentorent. Ou en tout cas, ils sont mentorés. Et ça, c'est des choses qui, je pense, sont assez essentielles. Ce n'est pas du tout un travail solitaire, c'est un travail de groupe. Il y a des gens des fois qui m'ont dit mais attends, c'est un truc super élitiste, Craftman, c'est des mecs hyper bons qui sont dans leur coin, qui font leur truc, ça n'a absolument rien à voir à ça, on donne du temps. Moi j'ai fait pendant quelques années plusieurs samedis par an, je me levais le matin à 7h pour aller programmer avec des mecs, faire 6 fois le même exercice dans la journée et effacer le code à chaque fois qu'on faisait. J'ai fait ça s'appelle une code retreat. Et ça c'est du partage, c'est du savoir, et aussi ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous organisez ce type d'événement, que les gens viennent, en fait vous en retirez tout autant que ce que vous donnez quand vous le faites. Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai appris par exemple plein de langages dans ce genre d'exercice, et je pense que c'est des choses intéressantes. Donc pour résumer, c'est un état d'esprit, il y a des gens qui des fois qui partent et qui me disent « bon, moi j'arrête Kanban, je fais du craftsmanship ». Donc voilà, on ne peut pas partir comme ça, okay. C'est un état d'esprit avant tout, donc c'est pour ça que c'est aussi assez difficile à tenir. Le processus est aussi important que la technique, ou la technique est aussi intéressante que le processus. En général, je le donne dans des trucs agiles, donc c'est pour ça que je commence toujours par processus, parce que eux, ils partent dans le sens... Quelqu'un a déjà regardé un bouquin sur Scrum? Regardez la doc de Scrum. Le premier paragraphe du doc de Scrum, c'est on va vous parler de méthodo, on part du principe que vous savez programmer. Donc en fait, nous, dans les 25 pages qui vont suivre, on va vous parler pas du tout de ça, on va vous parler de méthodo. D'accord, voilà. Au secours. Mentorat et entraînement. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que des fois, les gens viennent me voir et me disent « j'aimerais monter une équipe de développeurs et je veux des cadors. Comment je fais? Aide-moi, Jean-Laurent. » Eh bien, c'est pas facile. D'accord? J'ai envie de dire, il y a 3 choix. Et tous, en général, ça se résume à ça. Le premier, c'est, on va essayer, le premier truc, et c'est quelque chose qui est
qu'on voit absolument partout, vous avez forcément vu si vous avez fait quelques années de développement logiciel, c'est on externalise. D'accord? Il y a des mecs que je ne comprends pas. D'accord? Ce n'est pas mon cœur de métier, donc je demande à d'autres de le faire pour moi. Okay. Je me cache du système. La deuxième chose, c'est on les recrute. D'accord? Donc si vous essayez d'attraper des bons ingénieurs de développement, des gars qui ont un peu d'expérience, quand je dis des gars qui ont un peu d'expérience, je pense qu'avant 10 ans de programmation, vous n'êtes pas forcément dans la catégorie des gens d'expérience. Essayez de passer un entretien de Google et présentez-vous comme software développeur senior avec 10 ans d'expérience, vous allez voir, vous allez repartir avec un coup de pied aux fesses. Donc on peut les recruter, d'accord? Et aux États-Unis, c'est assez rigolo. Si vous regardez en ce moment les offres d'emploi qu'il y a pour des développeurs, free meals, donc nourriture gratuite, on vous prend en compte la sécurité sociale. D'ailleurs, il y a des mouvements sociaux de gens à San Francisco qui se battent contre ces nantis de développeurs qui vivent dans la Silicon Valley et qui perturbent l'économie locale parce qu'ils gagnent tellement d'argent et que ouais. Mais en France, moi, c'est pas comme ça en tout cas. C'est pas comme ça que je le vois. Je pense que c'est un extrême et je ne cherche pas forcément à ce que ce soit le cas. Mais en tout cas, il y a de la marge entre les deux. Donc on les recrute. Et pareil, quand on veut recruter des gens, et si on veut vraiment avoir des gens qui sont bons, d'accord, eh ben, il faut un petit peu quand même commencer à les comprendre et savoir qu'est-ce que c'est ce métier-là. On ne peut pas recruter juste des gens en disant je veux les meilleurs et puis voilà. Et le dernier point, et c'est celui que moi je pense qui est le plus intéressant, c'est parce qu'en plus je pense qu'il y a une pénurie assez forte, c'est-à-dire que on va le voir après, mais on est assez nombreux. Ce matin, on a parlé de 600 000 développeurs. Je ne sais pas si c'était vraiment des développeurs ou il a parlé de techniciens en mettant comme ça, donc je ne sais pas très ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, bon, voilà, on va dire des techos au sens large. Mais en tout cas, en recruter, ce n'est pas forcément facile. Okay, puis, en plus, il faut que ça match. Moi, souvent, j'ai voulu bosser avec des super potes que j'ai autour de moi. Et c'est souvent difficile de travailler avec eux parce qu'il faut qu'ils soient disponibles au moment où moi j'ai besoin de faire un projet et dans l'autre sens, il faut que moi je sois disponible quand eux démarrent leur projet. Et comme on n'est pas si nombreux que ça à savoir faire ça, et ben voilà, on a ce problème de cohésion. Et moi je crois à un truc fondamental, c'est que le dernier point, c'est en fait les bons programmeurs, vous les avez déjà probablement dans vos équipes, il faut juste les faire grandir et voir comment on peut les faire grandir. D'accord ? Et pour les faire grandir, il y a un certain nombre de points à voir ensemble. Et la première chose, c'est déjà de se mettre d'accord sur la définition. D'accord ? Deuxième point, si vous avez suivi au début du plan, on vient de faire la première section, on attaque la 2. Qu'est-ce que c'est qu'un programmeur ? Alors, avant ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant. On m'avait donné un sticker, est-ce que tu es développeur ? Et je n'ai pas voulu le mettre. Je n'ai pas voulu le mettre déjà, d'une part, parce que je suis un peu... c'est mon précieux et je ne voulais pas coller des mauvais autocollants dessus. La deuxième chose, c'est que développeur, moi, ça m'embête un tout petit peu. J'ai souvent dit que j'étais développeur et je pense que vous trouverez à d'autres endroits que je vais vous dire que j'étais développeur, mais dans le développeur, on se masque un peu le problème de fond. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un dans un dîner mondain où je m'ennuyais profondément et j'entends qu'elle dit qu'elle est développeur. Alors, je vais la voir, super cool, fait du développement durable. Donc, j'ai continué à m'ennuyer dans la soirée. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens qui utilisent le terme développeur, et encore une fois, je l'ai fait aussi beaucoup, on essaie de se cacher un peu du fondamentaux des choses. Dans le développement, ça reste suffisamment abstrait pour que, quand vous en parlez dans un dîner mondain ou ailleurs, ça puisse passer pour un truc voilà, un peu flou, ça a l'air développé, ça a l'air bien, c'est quelque chose qui est... Machin. Vous dites programmeur, là on parle du concret, d'accord ? On parle de ce qu'on fait tous les jours. Et quand vous pensez programmeur ou quand vous dites programmeur dans un dîner mondain, on pense tout de suite, au lieu de parler de développeur, vous voyez, on est un peu plus par là, d'accord ? Et donc moi j'ai envie de parler du fond des choses, ok ? On est programmeur, plus que développeur, à mon sens, d'accord ? Ne nous masquons pas par rapport à ça. Donc programmeur, qu'est-ce que c'est ? Donc si vous regardez une définition, je crois que c'est celle de Wikipédia, c'est assez intéressant. Une personne qui écrit et qui teste des logiciels. C'est marrant, non ? Pour ceux qui me connaissent un peu savent que souvent je parle beaucoup de testing. Et ça, c'est une vraie définition, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord ? Je l'ai vraiment trouvé. C'est assez marrant quand même. Donc s'il y a des testeurs dans la salle, ça pose une question intéressante. Et pour tous ceux qui n'ont pas testé, qui n'ont pas fait de test la semaine dernière quand ils étaient au boulot, ben voilà, d'accord ? Vous n'êtes peut-être pas tout à fait un programmeur. Bon, ça c'était un peu de la joke. Mais ce qui m'intéresse surtout dans programmeur, et c'est pour ça que je vous parlais de développeur avant, c'est quelle est l'image qu'ont les gens à l'extérieur d'un programmeur.
Je veux dire, pas entre nous, là, parce qu'on se connaît tous et que de toute façon, on fait tous à peu près le même métier et vous êtes dans une conférence technique, etc. Mais si vous parlez, voilà, à Madame Michu dans la rue, qu'est-ce qu'elle a comme image en tête? Bah, c'est un peu ça. En tout cas, c'est une vision possible. Là, ce dont on parle, c'est un langage secret. Il se passe un truc, là. Il y a un gars, il parle avec sa machine. D'ailleurs, au passage, si vous avez fait un peu de programmation, vous vous rendez compte que vous ne pensez pas à votre machine en termes de 0 et de 1. Ou alors, vous êtes câblé bizarre. Hein. D'accord. En général, vous utilisez un langage de programmation qui lui-même va être traduit au sein de la machine en 0 et en 1. En général, vous ne raisonnez pas comme ça. Cette blague à part, ce qui illustre cette image, c'est qu'il y a un truc que le programmeur il a, que les autres n'ont pas, c'est qu'il est capable de parler avec cette machine et de faire des trucs, et que les autres, bah, ils comprennent même pas ce que c'est ce truc-là. Ce truc, ce talent, cette communication, cette forme de langage, c'est abstrait, c'est totalement abstrait pour eux. Hier soir, Antonio m'a fait une bonne blague, on était au restaurant, là, au dinner speaker, et il m'a dit, tiens, il m'a présenté le gars qui s'occupe du restaurant, il a dit, bah, voilà, l'homme de la situation, c'est Jean-Laurent, tiens, suis-le. Moi, je suis le gars, je ne sais pas trop ce qu'il est, il me fait venir dans sa remise, il me dit, bah, regarde, là, quand je clique là, ça me met script est trop long à s'exécuter, est-ce que tu peux m'aider à réparer le truc, quoi. Donc, Antonio, publiquement, je le dis, je t'aurai, d'accord, je te revaudrai ça. Et la deuxième chose, c'est que ça illustre bien le truc, le gars, il avait juste, je sais pas quoi, voilà, son IE qui était complètement vérolé. Et en fait, ça illustre le fait que voilà, on a cette capacité à faire des trucs avec la machine que les autres ne savent pas faire. Et dans l'esprit de tout le monde, c'est quelque chose d'assez magique, d'assez secret. Et ça fait partie aussi du coup de l'image qu'on a vis-à-vis des gens, potentiellement de gens renfermés, de quelqu'un qui est capable de parler de manière silencieuse avec un système. Et ça définit un petit peu la façon dont les gens nous perçoivent à l'extérieur. Mais il y a aussi autre chose. Donc moi quand j'étais plus jeune, je m'étais fait un plan de carrière en béton, parce qu'il y avait mon beau-frère qui venait de sortir de chez Microsoft, d'ailleurs qui était chez Microsoft dans la Silicon Valley, qui avait fait fortune, parce qu'il était là au bon moment, et qui probablement il était très bon. Et du coup, je m'étais fait un plan de carrière en béton. Je vais le partager avec vous aujourd'hui. Merci. Donc je commençais programmeur. Programmeur déjà pour une bonne raison, c'est que quand même programmer c'est super marrant. On crée des choses, etc. Je faisais du jeu vidéo à l'époque et je m'étais dit bah super, j'ai programmé des jeux vidéo. D'accord. Première carrière. Je suis jamais bossé dans une boîte de jeux vidéo. Ensuite je m'étais dit bon, programmeur c'est quand même tout en bas de l'échelle, hein, c'est limite technicien de surface. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire chef de projet parce que comme ça je serai chef. Je suis dans une société qui valorise cela. Et donc, je vais faire chef de projet, comme ça, je piloterai des gars. Puis je resterai quand même un peu technique, parce que chef de projet, voilà. Bon, après chef, je ferai sûrement chef plus, j'ai mis manager, chef plus, parce qu'à l'époque, je ne savais pas forcément très bien comment les strates dans une hiérarchie fonctionnaient. Après, j'ai mis chef du monde, au sens, chef du monde, c'est aucune société peut être aussi bien que celle que vous créez. Et donc, je m'étais dit, forcément, il y a des startups, il y a des boîtes aux États-Unis qui cartonnent à fond. Je vais y arriver, quoi, forcément. D'accord, je vais suivre ma bonne étoile et je le ferai. Et je prendrai ma retraite à 35 ans, richissime, et je programmerai des applications de n'importe quoi au fond de ma piscine, tranquillement. D'accord. Donc j'ai 40 ans, donc vous savez que je suis encore là, donc je vous ai un peu vendu la mèche. Le plan s'est pas complètement déroulé comme je le pensais. Et je pense que justement, j'avais pas vraiment fait de plan, si ce n'est que ce dessin-là, et que c'est bien pour ça peut-être qu'aussi que j'y suis pas arrivé. Donc, comment ça a démarré? J'ai commencé à faire chef de projet, assez vite, on m'a donné des responsabilités. Ça m'a bien parlé ce qu'il a raconté le gars de Simplon, là, quand il vous racontait toutes les startups qu'on faisait. Moi, j'étais dans des web agencies dans les années 2000, donc j'ai fait supersecrétaire.com, j'ai fait tous ces sites complètement hallucinants avec des gens qui avaient levé 100 000 euros, enfin non, 50 000 euros, des trucs comme ça. Et donc assez rapidement, chef de projet, d'ailleurs j'ai oublié, j'avais chef de projet avec un S, parce qu'en fait, quand vous êtes chef de projet d'une web agency, vous en gérez 6, 7, 10, 15. Donc en fait, vous faites plus du tout de technique, plus du tout de programmation. Assez rapidement, j'ai été responsable du développement parce que j'essayais quand même de continuer d'être chef pour monter socialement, mais quand même rester dans la technique. Donc voilà, responsable du développement, c'était un truc qui n'était pas trop mal. Chef, il y a plein de mecs, des chefs de projet sous vous, etc. Puis vous restez quand même dans la technique. En pratique, vous faites que des réunions et que du PowerPoint et quasiment plus de technique, mais vous vivez quand même sur un bagage quand même. Voilà. Puis les gens qui sont autour de vous, c'est quand même des codeurs, donc voilà, des gens bien. Et puis en fait, je me suis assez vite fait suer quand même. D'accord. Et donc je me suis dit,
cette voie qui part vers plus de management et plus de choses, en fait, elle me plaît socialement, mais au quotidien, je me fais royalement suer. J'ai du mal à me lever le matin pour aller faire ça. Donc, il y a forcément, tout est logique, d'accord ? La vie est forcément bien faite, et donc il y a forcément une voie parallèle dans la technique qui nous permettrait d'avancer. Et donc, je suis parti faire architecte. En me disant, bah, c'est super, parce qu'architecte, je vais expliquer aux autres tout ce que je sais de mes connaissances techniques. Je pense que j'avais 5 ans d'expérience, donc mes connaissances techniques. Et je vais expliquer aux autres ce que c'est que de faire des architectures. Donc en gros, j'avais vu, je sais pas, on va dire 4-5 applications dans ma vie. Et toutes les autres applications que j'ai pu voir après en tant qu'architecte, elles correspondaient forcément à un des 4 ou 5 critères que j'avais vus. Et donc forcément, j'allais proposer une des 4 ou 5 solutions que j'avais déjà vues avant. D'accord ? Et au début, c'était pas mal, je me marrais bien. D'accord ? On faisait des beaux projets, les gens comptaient sur moi, une position sociale relativement sympa, pas de management, ce qui, pas forcément, ce qui moi, m'allait pas forcément mal. Quand vous avez les gars qui viennent pleurer en vous disant « Mais oui, regarde, je gagne quand même 550 € de moins que lui, je suis arrivé 6 mois avant quand même, tu vois bien, c'est pas possible. » Ce genre de truc ne me passionne pas du tout. En tant qu'architecte, ce que vous découvrez si vous regardez les choses réellement, c'est que vous n'êtes plus dans la position où vous pouvez réellement créer du code ou de ce type de choses. Vous allez forcément voir les architectures des autres, vous documenter, utiliser des logiciels, des grandes infrastructures. Et en fait, vous avez beaucoup de valeur au moment où vous arrivez, en tant qu'architecte. En tout cas, je vous donne ma version des faits. D'accord ? Vous avez beaucoup de valeur en arrivant, parce qu'en fait, vous venez du terrain encore, et donc vous savez exactement comment ça se passe. Et puis au fil des années, en fait, votre compétence, elle s'estompe. Elle s'estompe en tant qu'architecte, parce qu'en fait, vous êtes beaucoup plus loin du terrain, vous voyez plus ce qui se passe. On est dans un métier dans lequel les choses évoluent très très vite. Vous avez vu toutes les technos dont on parle aujourd'hui, dont certaines on ne parlait pas l'année dernière. Et donc forcément, votre valeur, elle se déprécie avec le temps. Donc la seule solution possible, c'est de revenir à la case départ. D'accord ? Voilà. Finalement, j'accepte parfaitement aujourd'hui socialement d'être programmeur, je m'en fous comme de l'an 40, ça me va très bien et au contraire, je trouve que c'est démarquant. Et j'assume complètement le fait de ne pas monter cette espèce d'échelle sociale qui, moi, ne me correspond pas ou ne me correspond plus. Puis je vous ai parlé d'architecture, donc voilà. Et donc, si je reviens à la question de départ, qui était de dire comment je fais pour avoir des équipes formidables, on pourrait essayer de faire en sorte que les programmeurs soient super bien payés. Comme ça, peut-être que si on payait très bien les bons, peut-être que ça inciterait ceux qui sont moins bons à le devenir. Donc j'ai pris des statistiques et j'ai regardé globalement combien on gagnait. C'est des moyennes. J'ai malheureusement pas perdu le truc d'où ça venait, mais c'était un truc de jobs. Et donc en gros, voilà, un salaire moyen. Si vous prenez un cadre, parce qu'a priori la plupart des programmeurs sont cadres, après, en fait, un programmeur normal, lambda, moyen, il gagne autant qu'un cadre moyen. Donc l'incentive de l'argent, vous ne l'aurez pas forcément. D'accord ? Ou même vous ne l'avez pas. Puisqu'en fait, il gagne comme les autres cadres. Donc c'est pas avec plus d'argent que vous allez attaquer, puisque s'il fait un job juste normal, c'est-à-dire il pond des bugs, il plante des applications, il dort sur place et il livre difficilement 3 fois dans l'année son application en prod, il gagne ça. Pourquoi on se bougerait plus sans rien? C'est sympa comme job, on est assis, on est au chaud, voilà. Il y a un autre point, et ça vous l'avez peut-être vu si vous êtes venu au JUG, parce qu'il y a ça, cette espèce de jeunisme. On a énormément de jeunes, d'accord? Ça c'est une photo qui a été prise dans une junior entreprise. Fini la récré, devient chef de projet. Donc en dehors du fait de devenir chef de projet, qui est éventuellement ce que vend une junior d'entreprise, et ce qui, moi, personnellement, ne me choque pas plus que ça, chacun son business, c'est le fait que le développeur soit présenté comme un gamin, parce qu'en fait c'est marrant de programmer. D'accord? C'est fun, on se marre bien. Et donc pour tous les autres qui sont en costard-cravate et qui gèrent des projets, et qui s'ennuient à faire ça, eh ben, on est vus comme des gamins, franchement, arrêtez de jouer, quoi, sans déconner, venez faire des trucs sérieux, diagrammes de Gantt, quoi. Donc voilà, donc moi ça me perturbe énormément, les gens viennent me voir souvent à la fin de cette conf, vous allez venir me voir en me disant « Mais alors comment tu fais quand tu as que des jeunes ?» Et je dis « Je ne gère pas, je m'en vais, d'accord, je ne gère pas des équipes de jeunes, ça ne m'intéresse pas, j'ai suffisamment de travail pour faire d'autres choses. Et comment tu ferais si tu n'avais que des jeunes ? Eh ben, je sais pas, voilà, je les entraînerais pour faire en sorte qu'ils soient moins jeunes. D'accord ? Mais le principe qui consiste à dire que vous prenez un super senior avec 18 jeunes, en fait, il va ramasser tout ce que font les autres. Donc il y en a qui vont produire des trucs un peu dégueulasses pendant toute la journée, et le senior, au lieu de les former, il va rattraper le truc pour faire en sorte que le bousin à la fin fonctionne. Donc en tout cas, c'est pas le bon mode de fonctionnement. Ça, on va le zapper parce que je ne vais pas avoir le temps. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir le nombre de bugs qu'on est capable de produire en permanence. D'accord ?
globalement, on est dans une industrie dans laquelle c'est quand même difficile. Ça marche moyen. Ça se plante beaucoup plus que ça fonctionne. Okay, et donc, la picture que je voulais faire du programmeur que je vois moi aujourd'hui, c'est des gens qui sont relativement bien payés, pas exagérément, mais normalement. Alors oui, aux États-Unis, ils sont mieux payés, machin, tout ça, bon, certes. C'est des gens qui produisent des bugs, et qui ont une position sociale qui, bon, voilà, est dans la moyenne de ce qu'on peut obtenir. Voilà ma définition du programmeur. Parlons de culture maintenant. Culture, je l'entends au sens sociologique, c'est-à-dire, je vous ai mis un R2D2 quand même, il ne fallait pas oublier. En sociologie, la culture est définie comme ce qui est commun à un groupe d'individus. Donc je ne vais pas vous parler de tableau, je ne vais pas vous parler de culture avec un grand C, d'accord? Je vous parle de culture au sens de qu'est-ce qui fait qu'un groupe d'individus, quel qu'il soit, que ce soit des programmeurs ou d'autres, s'entendent bien, d'accord? Qu'est-ce qu'ils créent autour d'eux? C'est quoi leurs échanges? Comment ils font pour... C'est quoi leurs artefacts? Ils s'habillent avec des t-shirts et en jean, ou ils sont en costard, et voilà, ce genre de choses. Donc c'est de ça dont je voulais parler. Ça, je vais zapper aussi. Hop. Ce qui est intéressant de voir dans la culture d'un programmeur, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un MOOC. Donc c'est Massive Online, je ne sais pas quoi, course. Donc en gros, c'est des cours gratuits de, que sais-je, d'accord, tout un tas de trucs. Et les gens sont tous là, oh là là, c'est formidable, je peux aller sur Internet, écouter un cours et je peux apprendre un truc. Je peux m'auto-former. Je peux découvrir la chimie générale de l'université de Pékin et me former de chez moi sans rester. Un programmeur, il sait ça depuis le début de la nuit des temps, quoi. D'accord ? Lui, il sait ça. Il sait très bien qu'il faut apprendre en permanence, les langages changent, les technologies évoluent. C'est quelque chose qu'il a acquis depuis toujours. Et en fait, le commun des mortels, il ne le sait pas, ça. Il découvre les MOOC, il fait « Waouh, mortel !» Mais non, on avait ça depuis le début. Okay ? Dans vos gènes, vous avez ça, vous savez qu'il faut progresser, vous savez qu'il faut apprendre de nouvelles choses. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Ils découvrent ça. Il y a des gens qui s'imaginent que quand ils sortent de l'école, ils vont appliquer tout ce qu'ils ont appris à l'école tout le temps de leur vie. Si vous êtes programmeur et vous faites ça, ben, je sais pas. Ça fait partie fondamentalement de leur culture, le fait d'apprendre en permanence. Au passage, ce qui est assez étonnant, c'est que ce site-là, je crois que c'est quoi, la Coursera ? Je crois que c'est Coursera. Il y a, je ne sais plus, je crois que c'est 10 ou 20% des gens qui suivent ça, qui sont déclarés avoir moins de 18 ans. Je ne vous raconte pas les espèces de monstros qui sont en train d'arriver sur le marché, mais on va avoir des balaises. Et ça, je le dis ça sans sarcasme. Un autre point qui définit les programmeurs, c'est souvent on me dit « Ouais, le programmeur, il est tout seul dans son coin, il est tout déprimé, il fait ses machins, tout ça. » Mais en fait, c'est ça. C'est que toute la journée, un programmeur, il est face à des échecs. D'accord ? Tout le temps, en permanence. Ça ne marche jamais. D'accord ? Et à un moment donné, ça fonctionne. Ouh ! Et c'est vrai que ce moment qui fonctionne, il vaut tout l'or du monde qu'on a fait avant, d'accord ? Toutes ces frustrations. J'ai plus l'article en tête, mais il y a eu un article qui est passé où les gars expliquaient que c'était carrément un biais psychologique. C'est-à-dire le programmeur vieux qui a fait toute sa vie à faire ça, en fait, il a l'habitude d'être en permanence frustré, en permanence, d'être face en permanence à des échecs. D'accord ? Quand vous programmez, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, pouf, ça marche. Et puis ensuite, vous repartez dans une boucle. Okay ? Et en fait, il y a même des fois où quand vous découvrez une nouvelle techno, ça marche pas pendant un sacré paquet de temps. Il y a des mecs qui m'ont expliqué, pendant une semaine, ça compilait plus. Bon, on ne travaillait pas trop ensemble, mais voilà, je veux dire, c'est des choses réelles. Voilà. Donc l'histoire du biais psychologique, je le laisse à ça. Je pense aussi que ça vient d'une autre chose, c'est que ça vient du fait qu'on a une industrie qui est relativement jeune, donc il y a des gens qui essayent pour voir éventuellement que ça tombe en marche. Vous savez, des fois, le truc où vous faites if, not, machin, nanana, et puis vous faites, bon tiens, je vais enlever le not juste pour voir. Non merde, ça marche pas, donc ok, bon, je vais vraiment réfléchir. Mais c'est un peu ça, au passage, et je vous fais ma petite truc sur TDD et les tests, lorsque vous êtes avec un système de testing, vous avez ce succès, ces petits succès en permanence. D'accord ? Vous écrivez un petit test, il passe pas, frustration. Vous écrivez un bout de code, il passe, vous êtes content. Vous écrivez un autre test qui passe pas, etc. Et donc peut-être que moi, c'était un de mes facteurs intéressants. Qui connaît le Joel Test ? Oh, pas tant que ça. Ok, donc je vais donner l'explication. Il y a 20% de la salle. Le Joel Test, c'est un test qui a été écrit par Joel Spolsky, qui est un gars qui a bossé chez Microsoft, qui est quelqu'un dans la vallée qui est assez connu, qui a monté pas mal de boîtes, qui d'ailleurs est sur la côte Est, je crois, maintenant. Il est sur la côte Est maintenant. Et en gros, il a défini un test pour soit les entreprises, soit les gens qui voulaient rentrer dans une entreprise. Et il fallait faire un score. Si vous avez un score de 12 sur 12, en fait, en gros, vous posez ces questions-là à l'entreprise dans laquelle vous voulez rentrer,
ou quand vous êtes dans une entreprise pour vous évaluer, vous vous posez ces questions-là. Et si vous faites 12 sur 12, bah, c'est une super boîte, il faut y aller. D'accord ? De son point de vue. Okay. Moi, Joël Spolsky, c'est quelqu'un qui m'a pas mal influencé, donc c'est pour ça qu'en général, je le ressors. Et là, j'ai envie de parler de celui du point 9, qui en général, toutes les entreprises disent oui, bien sûr, je dépense tout l'argent qu'il faut pour mes développeurs, j'ai aucun problème. Of course, bien sûr. Je vous laisserai regarder en détail les autres. Et je sais pas, moi, je passe dans pas mal de boîtes différentes, je fais du consulting, je vois beaucoup de boîtes différentes, et en général, j'ai rarement ça comme bureau derrière moi. D'accord ? Ça, a priori, c'est une photo qui a été prise dans l'école 42. Ils ont des super chaises, ils ont des 27 pouces, bon, ils ont des Macs, bon, voilà, d'accord. Mais on n'est pas obligé d'avoir que des Macs, d'accord, c'est pas ça que je veux dire. Un environnement de travail plutôt ouvert, bon, c'est comme un gros open space, donc c'est encore à discuter, mais voilà. En tout cas, ça fait plutôt moderne, c'est propre, c'est nice, il n'y a pas des câbles partout, voilà, c'est assez joli. En général, et en fait, si vous regardez, Spolsky, encore une fois, dans ses équipes, il a compté combien ça coûtait par tête d'acheter ça pour les gars. D'accord ? Je ne sais plus quel est le prix, mais c'est autour de 700-800 $, je crois, pour obtenir du matériel de bureau, de chaises, de ventilation, d'ordinateur, etc., de clavier, de souris propres. Il y a des entreprises aux États-Unis dans lesquelles les gars choisissent leur propre souris pour venir. D'accord ? En France, on a plutôt tendance à mettre la souris qu'on nous a filée dans le tiroir et on s'en paye une et on se branche la nôtre. Okay. Il y a des gens qui, je leur disais, bah, il faut faire un peu de programming, tout ça, c'est un peu compliqué. Ils me disent, oui, on n'a pas le matériel pour ça. Je dis, on va quand même pas acheter 2 claviers par personne. Je dis, 2 claviers par personne. Un clavier, ça vaut quoi ? 15 €, et les bons vont monter à 30, 40. Il y a des gens même qui osent imposer le système d'exploitation à ces développeurs. D'accord ? Ils ont tous le même système d'exploitation. Et pourquoi ? C'est parce que comme ça, que ce soit le programmeur ou la secrétaire qui est en bas, bah, nous, on peut déployer le logiciel de manière la plus efficace possible. D'accord ? On est super loin du métier, d'accord ? C'est des gens qui ne comprennent absolument pas ce qu'on fait et qui se disent, voilà, pour des questions de coût, on va optimiser en faisant ce genre de choses. Il y a un autre truc, moi, c'est la bande passante ou Internet. Je suis dans une boîte il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu télécharger Node.js. Oh là là ! C'était un point exe. Oh mon Dieu. Bon, je ne vais pas vous faire le détail sur cette partie-là. Ne nous mettez pas des proxys tout pourris. On essaie de programmer des trucs de plus en plus avec l'Internet, ou en tout cas des connexions avec des systèmes extérieurs. Il y a des gars, j'étais dans une boîte, ils bloquaient entièrement Twitter, ils nous disaient de nous connecter avec le système OAuth de Twitter. Moi, j'ai un héros dans ma vie, récemment, notamment là-dessus. Enfin, d'ailleurs, pas récemment. C'est William Assoup. Qui est-ce qui sait qui c'est ? Normalement, je vous ai tous séchés, là. Bon, ça va. Cool. Je vous apporte quelque chose. William Assoup, c'est un juge. C'est un juge aux États-Unis qui a traité le premier épisode Google contre Oracle. Vous savez, Oracle a racheté Sun et Google a fait Android. D'accord ? Et il se trouverait qu'il y aurait quelqu'un qui aurait mis des mêmes morceaux de code. On aurait retrouvé les mêmes morceaux de code dans Android qu'il y aurait dans Sun. D'accord ? Et un des morceaux de code sur lequel ils se battaient comme des chiffonniers, c'était RunCheck. RunCheck, je vous le montre. Je suis super sérieux. Hein. Ça, c'est dans le JDK, hein, au passage. Hein. C'est utilisé dans la plupart des contrôles de tableau quand vous voulez insérer un élément ou quoi que ce soit. En gros, ça dit, j'ai 2 paramètres, je vais insérer un élément, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre, il ne faut pas non plus qu'on soit au-delà de la borne du tableau ni en dessous. D'accord ? Les avocats, super étaient là, ouais, quand même, ma propriété intellectuelle, vous me l'avez volée, les autres, mais non, quand même. Et le juge s'est pointé, il a fait, mais attendez, on parle de ça là, sérieusement? Okay. Parce que moi j'ai fait un tout petit peu de Java, avec mes enfants, un Devox for Kids équivalent, et en fait ça, mes enfants ils savent l'écrire. Les avocats, comment? Non, ma propriété intellectuelle. Voilà. Et le gars dit, juste parce qu'il avait, le juge, c'est pas un programmeur, d'accord, vous le prenez dans votre équipe, ça va être une catastrophe, probablement. Mais par contre, il a cette plasticité d'avoir essayé de comprendre le fond des choses. D'accord ? Et c'est pas grand-chose. Franchement, un RunCheck, vous expliquez à quelqu'un qu'est-ce que c'est un tableau, vous lui dites, vas-y, on insère un élément là-dedans. Il comprend le fait que quand ça dépasse, ça pète, en gros. Bon, ben voilà. OK ? J'ai des gamins qui ont 11 ans, je pense qu'ils savent faire ça. Et en gros, c'est ce qu'a dit le juge, et il a dit, bah, attendez, on ne peut pas se battre sur un truc qui est aussi simple que ça, on ne peut pas se battre sur le fait de manger ou de se servir d'une fourchette. Donc, voilà, je vous dis non. Alors depuis, l'histoire veut que ce soit revenu sur le tableau, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ce que je trouve super intéressant dans la discussion avec ça, c'est que souvent, et peut-être vous avez vu cette vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où il y a un ingénieur qui est coincé en réunion avec d'autres gars, et ils lui disent de dessiner des traits jaunes en rouge.
ou 11 traits perpendiculaires. Mais c'est exactement la même chose. Et bon, pour la géométrie, c'est flagrant parce que n'importe qui a fait un minimum de géométrie, mais pour du code, c'est pareil. D'accord ? Il y a des sites comme Codecademy, par exemple. D'accord ? Donc tous les managers, tout le monde qui bosse dans une boîte de soft ou qui fait du soft devrait au moins passer une dizaine d'heures sur ça juste pour essayer de comprendre de quoi on parle. Ça vous permet d'apprendre quasiment n'importe quel langage de programmation. C'est hyper bien fait. D'accord ? Si vous avez envie de... Alors pour vous, ça va pas aller très très loin. Hein, d'accord ? C'est sûr, si vous connaissez déjà le langage, n'allez pas faire celui-là, allez en faire un autre. C'est très interactif, il y a des petites questions, vous gagnez des badges, il y a des machins, ça fait waouh, whiz, bang dans tous les sens. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une façon d'apprendre la programmation de manière hyper accessible. Mettez ça dans les mains des gens avec qui vous discutez quand vous faites vos specs, qui vous managent ou ce genre de choses. Et vous pourrez peut-être avoir de temps en temps des haha moments, comme a fait William Azup avec son ruling auprès de Google. Mais il y a un truc aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que les programmeurs, en tout cas une bonne partie d'entre eux aujourd'hui, ils ont ça dans la tête. D'accord ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'App Store. J'aurais pu mettre l'Android Store, j'ai mis l'App Store. Ça, c'est quoi ? C'est un truc pour un programmeur. Encore une fois, je me mets dans la tête d'un gars, d'accord ? Je ne vous dis pas que c'est la vérité. Un programmeur, il a ça dans la tête et il se dit, j'écris du code, j'appuie sur un bouton, je gagne des millions. D'accord ? C'est arrivé à plein de gars qui ont fait ça. Je vais vous rappeler les premiers jeux où vous bougiez un peu votre téléphone et ça faisait clic-clac, une espèce de Tetris repompé, le mec, il est millionnaire. Ça a été le premier à le faire, etc. Bref. Mais en tout cas, le programmeur, il a ça. Quand il vient tous les jours au boulot bosser sur votre TL bancaire moisi qui est en Java 1.4, il a ça en tête. D'accord ? Il se dit, je gagne ma croûte à faire ça, et il y en a d'autres qui font ça et qui gagnent des millions. Et du coup, même, dans sa tête, il se dit, mais bon sang, si je montais ma boîte, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, je vais essayer de réfléchir à comment je pourrais faire. Ok. Voilà, en gros, dans mon projet, j'ai regardé à peu près tous les rôles dont j'avais besoin. Et j'ai essayé je vais démarrer, j'ai pas beaucoup de sous, je vais probablement pas lever de l'argent, donc il faut que je fasse au minimum, quoi. D'accord ? Il faut que je démarre au minimum. Donc déjà, c'est moi qui monte la boîte, donc le big boss c'est moi, j'ai pas besoin d'un big boss. Ok ? Ensuite, un commercial. Si vous êtes programmeur ou si vous bossez en SS2I, c'est pas forcément vos meilleurs copains. Ou bien, si vous faites de la programmation, vous vous dites quand même c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, vous démarrez, dehors. Le chef de projet, c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui gère, les diagrammes de Gantt et tout ça. Je m'en fiche, je le mets en prod quand j'ai envie. House. Marketing. Alors là, on pourra en discuter un peu plus. Il se trouve que maintenant, moi, j'ai fait des essais sur l'App Store sans marketing, c'est quand même super chaud. Et en fait, on va essayer de se mettre dans l'idée du mec qui programme et il se dit, bon, le marketing, sur l'App Store, je fais 3 vidéos de mon truc, 4 screenshots, je blablate un truc en anglais, je l'envoie sur Google Translate pour le mettre en chinois, en coréen, en machin, et c'est bon. L'analyste, ça c'est rigolo, je l'ai mis là juste pour rigoler en fait. Mais une époque, il y avait des gens qui s'appelaient, il y avait des analystes et il y avait des programmeurs. Et après, on trouvait, et on trouve encore d'ailleurs, des gens, c'est marrant, dans des offres d'emploi, des gens qui disent on cherche un analyste programmeur. C'est comme vous disiez, je voudrais un analyste programmeur, testeur, qui est capable de mettre en prod et qui. Non, enfin voilà, ok. Donc l'analyse, j'en ai pas besoin. L'architecte, on a bien compris que de toute façon c'est un truc super new age, donc des architectes iOS, voilà, d'accord. Un Ops, est-ce que j'ai besoin d'un Ops quand je fais de l'iOS ou de l'Android ? En fait, j'ai un truc tout packagé, j'appuie sur un bouton, pouf, j'ai mon binaire, après je le drop à un endroit, et hop, c'est uploadé et c'est mis en prod. Donc, dehors, c'est moi aussi qui m'en occupe. Les testeurs, on l'a bien compris, vous êtes un vrai programmeur, donc vous testez, donc c'est vous-même. Okay. Et au final, qu'est-ce qui reste ? Ah bah ça alors, ok. Il reste le gars qui a le talent que les autres n'ont pas. D'accord ? Enfin, le talent. Il a une capacité que les autres n'ont pas. D'accord ? Et c'est la capacité essentielle pour la création d'une application. Ok ? Bien sûr, il faut avoir une bonne idée. D'accord ? Et encore une fois, c'est une vue de l'esprit et je l'ai surjoué exprès, mais sincèrement, dans votre subconscient ou dans le subconscient d'un certain nombre de programmeurs, il y a cette idée qui traîne et qui est là, qui est latente, et qui fait que quand ils arrivent au boulot, ils pensent à ça, ils voient ce qu'ils font et ils se disent « Oh, il y a un mismatch. » Okay ? Donc en gros, qu'est-ce que j'ai ? J'en avais oublié un peut-être. Le graphiste, ouais. Alors c'est vrai que dans des applications iOS, on va dire que si vous faites des trucs business, c'est peut-être un peu moins besoin. Les gens qui font des mobiles vont m'envoyer des couteaux, ils auront raison. Mais encore une fois, voilà, c'était pour ce point. Donc en gros, il se passe deux trucs quand vous réfléchissez à la culture. D'accord ? Je vous ai montré un certain nombre de choses qu'il y avait dans la tête des gens, je vous ai raconté comment les programmeurs étaient. Il reste deux points, en gros. Soit vous alignez vos programmeurs sur la culture de l'entreprise,
soit vous embrassez leur culture. Et attention, je n'ai pas marqué, vous alignez la culture des programmeurs sur celle de votre entreprise. Okay ? Il n'y a pas une culture qui s'en impose à une autre. Je dis juste, dans un cas, vous alignez votre entreprise sur la culture, soit vous faites dans l'autre sens. Vous embrassez leur culture au sens où vous la comprenez et vous faites en sorte que, du fait de comprendre cette culture-là, vous êtes capable de peut-être mieux gérer et mieux comprendre ces gens-là. Et quand je parle de programmeur, vous allez me dire, c'est juste le gars qui est derrière son truc et qui code. Bah, pas vraiment. Vous avez entendu parler des T-shaped persons, on a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Un programmeur en forme de T, donc c'est T-shaped programmer. Donc en gros, on va faire une abstraction, d'accord? C'est une façon de raconter des choses. On a un axe vertical qui est celui de la capacité de programmation, d'accord? Et en gros, vous êtes expert dans un domaine, de manière filiforme. Et en fait, vous avez plein d'autres domaines qui sont sur un axe horizontal. Et en gros, un programmeur qui est en forme de T, c'est un programmeur qui est hyper bon en programmation, mais qui s'est ouvert à d'autres domaines. Okay? Et qui s'ouvre à d'autres domaines, c'est-à-dire qu'il est capable de parler à d'autres de son expertise, dans un français cohérent, sans entrer dans des mots-clés insupportables, ni de s'offusquer parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe autour de lui, et qu'ils ne le comprennent pas. C'est quelqu'un qui est capable de vraiment apporter son expertise à d'autres domaines. Et quand je dis d'autres domaines, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de l'ops, ça peut être des trucs techniques, ça peut être des trucs non techniques. Typiquement, si vous êtes dans une toute petite startup et que vous êtes deux, il y a forcément à un moment donné, il y en a un qui vont devoir faire des activités que vous ne faites pas d'habitude. Je ne sais pas, la compta, ranger, ce genre de choses. Et en fait, des programmeurs, il y en a plein, quoi. D'accord ? Il serait souvent, on a tendance chez les techos de dire, voilà, le programmeur idéal, c'est celui-là. Il est hyper fort dans ce qu'il fait. D'accord ? Moi, ce programme-là, il m'intéresse forcément. Mais fondamentalement, ce n'est pas celui-là dont je parle dans cette presse. Celui dont je parle, c'était celui qui était juste avant. Celui qui est capable de parler de son métier à d'autres. Et après, il y en a d'autres, il y a ceux qui sont comme ça. Mais bon, ceux-là, ils sont un peu moins intéressants. Ils parlent beaucoup, ils savent rien faire. Allez, go, conclusion. Ce que je veux dire en conclusion, c'est cette machine qui est là, elle a 16 Go de RAM. Elle a des milliards de fois plus puissante que l'espèce d'ordinateur qui a emmené les gens sur la Lune. Elle est à la fois studio d'enregistrement, plateforme de vidéo, boîte à lettres, magasin, un formidable outil de création. Et ces machines ont progressé de manière absolument délirante. Et les tâches en fait qu'on est capable de faire avec ces machines-là, seules, elles sont aussi complètement délirantes, beaucoup plus fortes que ce qu'on pouvait faire avant. Et en fait, ce que nous a appris l'agilité en grosse partie, c'est que finalement, il y avait une frontière qui se brouille entre une partie des métiers. D'accord ? Parce qu'apprendre l'agilité, elle apprend à avoir des équipes auto-organisées là-dessus, des gens qui discutent entre eux, et finalement une plasticité. Si vous avez suivi ce que je vous ai dit sur le fait que ces gars-là, ils devraient apprendre un peu plus à programmer, non pas pour être programmeurs eux-mêmes, mais pour avoir une plasticité par rapport au discours qu'on peut avoir plus grande, en fait, vous allez avoir quelque chose qui va se brouiller un peu de ce côté. Si vous suivez ce qui se passe, il y a pas mal de conférences sur DevOps aujourd'hui, notamment autour de Docker, vous allez voir que ce que nous apprend DevOps, c'est que finalement, il y a une espèce de frontière aussi qui se brouille de ce côté-là. D'accord ? J'ai mis automaticien un peu pour rigoler au passage. D'accord ? Il y a un gars dans une équipe qui m'a dit « je suis automaticien ». J'ai cligné des yeux 3 fois. Donc c'était un gars qui prépare des données pour les testeurs. Ça existe. Et en gros, d'ailleurs au passage, j'ai mis testeur après programmeur, c'est assez intéressant, c'est un biais intéressant, je viens juste de le remarquer. Ce que je veux juste dire, c'est que DevOps, en fait, ça va brouiller cette frontière. D'accord ? On va dire aux Ops, allez regarder un peu ce qui se passe du côté des développeurs, là, vous allez comprendre qu'il y a des trucs à faire. Et les développeurs, arrêtez de balancer des wars comme ça en vous disant débrouillez-vous pour les programmer, pour les mettre en prod, il y a peut-être un peu plus à faire. Okay ? Et je vous le donne dans le mille, qu'est-ce qui reste au milieu? Si vous brouillez tous ces éléments-là, il reste le programmeur. Et en fait, pourquoi il reste le programmeur ? C'est parce qu'en fait, si vous reprenez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec le T-shaped programmeur, si la plupart des gens devenaient tous des T-shaped programmeurs, et j'aspire à en devenir un, et bien en fait, dans des équipes, on serait tous certains capables de donner des specs, d'autres de faire la programmation, et de s'échanger ces rôles-là. Et au final, le talent indispensable et qui demande un entraînement important, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était quelque chose de l'ordre d'une dizaine d'années au minimum, c'est quand même la programmation. Okay. Donc, software is eating the world, c'était le point que je donnais au départ. Et au passage, Marc Andreessen dit dans son document, il dit il y a un truc très très grave qui est en train de se passer, c'est que la plupart des gens aux États-Unis manquent
de talent et d'éducation pour participer à ce nouveau monde, qui est celui du logiciel qui se retrouve absolument partout. Et je vous rappelle qu'en France, on n'apprend toujours pas la programmation, ou même ne serait-ce qu'un tout petit peu d'informatique dans les écoles, ou en tout cas dans la plupart des écoles. Et je crois que c'était l'année dernière, il y avait une Neil Ford qui avait conclu sa presse en disant ça. Le logiciel est en train de manger le monde, et les geeks qui écrivent du code sont en train d'en préparer le buffet. À réfléchir. Il nous reste 5 minutes de questions. Si vous voulez aborder 2-3 points, c'est le moment. Je vous ai assommé. Ouais. C'est un peu sur une question sur ta situation récente plus que la présentation, mais donc tu dis voilà finalement. Je suis filmé, hein. Quand on est ah non, alors l'autre sujet. Quand on est programmeur, on peut tout faire. Et t'as pas ressenti quand même que, je sais pas, si tu avais payé un designer pour t'aider sur ton appli, ça aurait quand même vachement aidé. Voilà, tu redécouvres, enfin tu sais tout faire, mais tu découvres peut-être que finalement un mec qui fait ça du matin au soir, c'est quand même plus utile. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ce qui est intéressant, tu as entièrement raison. Et effectivement, il faut être capable de s'entourer d'experts dans un certain nombre de domaines. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, le logiciel devient central. Et donc la position qu'a le développeur aujourd'hui dans notre monde, en tout cas dans le monde en France, il n'est pas du tout à la bonne position, en fait. Parce qu'en fait, au lieu d'être central, il est complètement sur le côté. Alors que ce que je dis, c'est ça. Donc, mais sinon, tu as entièrement raison, bien sûr. D'ailleurs, pour faire mes activités sur Serpodil, j'ai payé des gens pour faire du design et ce genre de choses, absolument. Ne serait-ce qu'aussi des fois pour des gains de temps, mais tu as raison. Écoutez, si personne n'a des questions, je vous libère, moi. Merci à vous.